Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, un assureur succède à une conteuse. C'est un peu moins prometteur, je le reconnais, mais je vais essayer malgré tout de capter votre attention. Je l'ai compris, nous sommes ici à peu près 5000 dirigeantes, dirigeants d'entreprises, 5000 dirigeantes d'entreprises, et je crois que nous avons tous, en réalité, un point commun. Je crois que nous sommes tous tiraillés. Nous sommes tous, dans notre quotidien de dirigeants, totalement tiraillés. Nous aimerions tous, évidemment, que nos salariés, par exemple, soient le plus épanouis possible dans leur travail, et j'allais même dire, par leur travail. Nous aimerions tous que nos clients soient servis exclusivement et conseillés exclusivement dans le sens de leur intérêt, et que jamais ils ne soient poussés à une forme de surconsommation. Nous aimerions tous, dans l'idéal, que nos entreprises que nous dirigeons contribuent positivement à résoudre des problèmes sociétaux, évidemment, contribuent positivement aux questions environnementales et de réchauffement climatique. Nous l'aimerions tous, nous en avons tous envie. Et en même temps, on sait très bien que nous sommes tous tout simplement contraints aux mêmes réalités, aux mêmes exigences. Nous sommes tous confrontés à une concurrence qui, chaque jour, est plus difficile. Et nous avons tous la responsabilité première, fondamentale, tout simplement de la rentabilité et donc de la pérennité de nos entreprises. Comment dirais-je, ce tiraillement, je le connais bien, moi aussi, en tant que dirigeant d'entreprise. Ça fait 15 ans que je dirige cette belle entreprise qui s'appelle la Maïf. Au début, d'ailleurs, pour être honnête, ce tiraillement, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas pour une raison très simple, c'est que je n'avais aucune conscience des responsabilités qui pouvaient être les miennes en tant que dirigeant d'entreprise, en dehors de la question de la performance de mon entreprise. Je ne me préoccupais absolument pas de l'impact que pouvait avoir l'action de l'entreprise ou de l'impact que pouvaient avoir les décisions que je prenais, que ce soit pour les collaborateurs, pour les clients, pour l'environnement, pour la société en général. Et puis, assez rapidement, j'ai pris conscience que quand on a la chance de diriger une entreprise, on a évidemment aussi une responsabilité beaucoup plus importante. On ne peut pas être aveugle, sourd et ne pas considérer les conséquences des décisions que l'on prend, des actes que l'on commet. Je me souviens d'un jour où une consultante avec laquelle je travaillais sur des sujets RH, des sujets managériaux, cette consultante me dit un jour: « Pascal, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as tout simplement sur l'épanouissement, l'équilibre, le bien-être, le bonheur peut-être, des personnes avec lesquelles tu travailles? Est-ce que tu te rends compte qu'en fonction de ton comportement, de la manière dont tu vas agir, être avec eux, ça va avoir des répercussions gigantesques sur la manière dont ils se sentent. Dont ils se sentent bien sûr dans l'entreprise, mais on sait bien que tout ça n'est pas étanche, dont ils se sentent aussi dans leur vie privée. » C'est très simple d'exprimer comme ça. Mais quand on prend conscience de cet impact, quand on prend conscience de cette responsabilité, on ne peut plus la fuir. On ne peut pas se dire qu'on est indifférent à ce que l'on provoque chez l'autre et à ce que l'on va pouvoir lui apporter ou au contraire provoquer chez lui. Le sujet du changement climatique, c'est exactement la même chose. À partir du moment, je suis assureur, et je peux vous garantir, je peux vous assurer
Je peux vous assurer, vous êtes les bienvenus. Je peux vous garantir que les assureurs sont extrêmement bien placés, à leur dépens d'ailleurs, pour totalement calculer, modéliser, connaître, comprendre, anticiper les conséquences du changement climatique. Et croyez-moi, ce n'est pas forcément brillant. Quand on prend conscience du rôle que l'on peut avoir en tant que dirigeant d'entreprise sur ce réchauffement climatique, sur l'environnement, sur la planète, évidemment, ce dossier monte immédiatement tout en haut de la pile. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas, et on ne peut pas agir sans, comment dirais-je, sans en tenir compte. Ces réalités, je les ai perçues il y a une dizaine d'années, plusieurs années après avoir pris mes fonctions. Et donc, évidemment, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait en tenir compte dans sa responsabilité quotidienne de dirigeant d'entreprise. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Qu'il y avait en permanence cette opposition entre la volonté en effet d'avoir un impact positif et cet impératif économique qui nous rappelle à l'ordre quotidiennement, et c'est normal. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand il y a une opposition, quand il y a une tension entre deux contraires? Évidemment, on recherche un arbitrage. On recherche une voie médiane, une voie moyenne. Et une voie médiane, ça a de toute façon une caractéristique permanente, c'est que, évidemment, c'est totalement insatisfaisant sur les deux plans. Sur le plan éthique, sur le plan de sa responsabilité, on n'y est pas complètement, et en même temps, on n'est pas complètement dans la performance de l'entreprise. Alors, avec mon équipe, on a essayé de réfléchir autrement, de raisonner autrement, et de se dire que si cette volonté d'engagement, d'impact, de responsabilité de l'entreprise était contraire à sa performance, il fallait renverser la table, il fallait raisonner autrement. Et il fallait mettre cet engagement, cette responsabilité, cette recherche d'impact précisément au cœur de la stratégie de l'entreprise, en faire précisément une source de performance. Il fallait aligner la volonté d'assumer ses responsabilités éthiques et l'exigence, l'impératif de rentabilité économique. Prenons 3 illustrations. D'abord, une illustration au cœur de l'entreprise. Comment aligner la volonté que l'on peut avoir d'offrir, de permettre à nos collaborateurs le plus grand épanouissement dans leur travail, par leur travail, et en même temps l'efficacité collective de l'entreprise. Il y a une dizaine d'années, j'ai réuni, comme je le fais généralement chaque année, les 800 managers de l'entreprise. C'était à La Rochelle, pas si loin que ça d'ici. Et précisément pendant un séminaire qui durait 2 jours, tourné, centré sur les questions du management. Et à un moment donné, à la stupéfaction générale, je leur ai dit, à partir de maintenant, je voudrais que vous considériez que votre responsabilité exclusive, que votre rôle unique, que l'objectif exclusif qui est le vôtre, ça n'est pas l'efficacité opérationnelle de votre équipe, ça n'est pas l'amélioration de la productivité, ça n'est pas l'amélioration de vos résultats. Votre objectif unique, ça doit être d'améliorer l'épanouissement de vos collaborateurs. Évidemment, tout le monde était un peu surpris. Et en même temps, ils ont bien compris que ce n'était pas une blague, que je leur demandais réellement. Et donc, progressivement, en les accompagnant, en les formant, en les aidant, ils sont effectivement rentrés dans cette démarche. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis en place
ce qui est nécessaire pour que un collaborateur s'épanouisse dans son entreprise. Il a besoin de quoi? Au fond, de 3 choses. D'abord, évidemment, et de plus en plus, de sens dans son action. De comprendre à quoi, quotidiennement, quand il vient dans l'entreprise, qu'il se lève pour venir bosser, à quoi il contribue, à quoi il sert, en quoi il apporte quelque chose, non seulement à l'entreprise, mais aussi à la société en général. La question du sens. Deuxième sujet, la question, au fond, de la confiance, on pourrait dire. Est-ce que j'ai le sentiment, moi, en tant que salarié, quel que soit le niveau d'intervention dans l'entreprise, est-ce que j'ai le sentiment que l'entreprise m'accorde sa confiance? Est-ce que je suis là simplement pour exécuter des process ou est-ce que je suis là pour trouver des solutions à des problèmes qui me sont posés et qui sont posés à l'entreprise? Est-ce que l'entreprise me donne un niveau de délégation, de responsabilité, de marge de manœuvre, au fond, suffisant pour que, oui, je me dise, on me fait confiance, on fait confiance dans ma capacité à résoudre ces problèmes sans être obligé d'en référer en permanence. Et puis, la troisième chose dont on a besoin, je crois, c'est tout simplement de travailler dans un environnement, dans un climat, dans une ambiance qui soit épanouissante, c'est-à-dire avec des relations plutôt fondées sur une forme de bienveillance, sur l'attention que l'on porte à l'autre, plutôt que sur la compétition. Quand on a mis ça, ce style de management en place, les résultats ont été tout simplement prodigieux. En quelques mois, l'absentéisme a baissé de 25%. En quelques mois, tous les indicateurs, toutes les mesures que l'on fait très régulièrement dans l'entreprise sur finalement le climat social, au fond, et la manière dont les gens se sentent, ont évidemment explosé. La marque employeur Maïf a elle-même explosé, et en ces temps de difficultés de recrutement, et en plus, quand on a son siège social à Niort, c'est extrêmement précieux, je peux vous le dire. Mais au-delà de ça, que s'est-il passé? Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a un niveau d'adhésion à la stratégie, un sentiment d'appartenance à l'entreprise et à son corps social, une adhésion à la stratégie de l'entreprise et une fierté, en réalité, d'appartenance qui n'ont jamais été aussi puissantes. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire une motivation, une envie, et donc un engagement et une efficacité collective, là aussi, là non plus, plutôt, qui n'ont jamais été à un niveau aussi élevé. On arrive à aligner l'épanouissement des collaborateurs et l'efficacité collective par cette motivation et par cette envie. Prenons le sujet des clients. Dans vos secteurs, je ne sais pas, dans le mien, j'en suis convaincu, berner le client est extrêmement rentable. Berner le client, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui vendre le maximum de choses, qu'il en ait besoin ou qu'il n'en ait pas besoin. Et dans l'assurance, s'il n'en a pas besoin, c'est encore mieux, parce que ça veut dire que si l'assurance est inutile, il n'y aura pas de sinistre à rembourser derrière. Berner le client, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment multiplier les fameuses petites lignes dans les contrats pour être à peu près sûr qu'on ne remboursera jamais vraiment bien. Et on voit bien l'intérêt direct que l'on peut avoir à berner le client quand on est assureur. On a fait le pari de faire exactement l'inverse. Nous demandons à nos conseillers en conseil vente de conseiller les clients dans leur intérêt et pas dans celui de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous poussez la porte d'une agence de la Maïf, le conseiller que vous allez vous rencontrer va pouvoir vous dire, écoutez, non, ne prenez pas ce contrat pour couvrir votre voiture compte tenu de son âge et de son prix, c'est pas la peine, prenez celui-ci. Il vous coûtera moins cher et c'est suffisant. Vous pourrez un jour avoir au téléphone un conseiller qui vous appelle en vous disant « J'ai fait un bilan là, de votre situation d'assurance. Je me suis rendu compte que vous aviez encore ce vieux contrat qui est devenu totalement inutile depuis que vos enfants sont partis du foyer.
résidiez-le, ce n'est pas la peine de continuer à payer pour rien. On demande à nos gestionnaires de sinistres, tout simplement, on leur laisse, management par la confiance, la liberté de s'adapter totalement à ce qu'ils ressentent comme étant nécessaire. S'il faut passer 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de temps au téléphone avec un sociétaire qui déclare un sinistre, parce qu'on sent qu'il y a de l'émotion, parce qu'on sent qu'il y a de la peur, qu'il y a de la crainte, qu'il a besoin d'être rassuré, de savoir comment ça va se passer, alors oui, il peut passer 2, 3, 4, 10 fois plus de temps au téléphone, sans en référer à qui que ce soit, sans demander quoi que ce soit. Et puis, en fonction de la situation, c'est à lui de voir le niveau de confiance que l'on peut accorder à cet assuré, et éventuellement, si on peut s'écarter même des conditions contractuelles dans l'indemnisation. Alors vous me direz, tout ça, ça vous coûte une fortune? Oui, ça nous coûte une fortune. Mais la contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est que nous gagnons tous les ans le premier prix de la relation client depuis qu'il existe. Pas seulement dans le secteur de l'assurance, dans tous les secteurs d'activité confondus. Ça veut dire que nous avons le niveau de satisfaction, quelle que soit la manière dont on le mesure, le plus élevé chez nos clients. Et derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le taux de fidélité de très, très, très loin, le plus bas du marché. Et le taux de prescription de nos clients autour d'eux, dans leur famille ou chez leurs amis, le plus élevé. Et donc, à niveau de développement identique, on gagne 150 millions d'euros par an de baisse des coûts d'acquisition qu'il nous faudrait engager pour avoir ce même niveau de développement. L'alignement des intérêts du client avec les intérêts de l'entreprise est effectivement possible. Parlons de l'impact de l'entreprise sur la société en général et sur l'environnement et la question écologique. La Maïf est aujourd'hui, je crois, reconnue comme ayant une action en la matière relativement importante. Nous demandons à chacun de nos collaborateurs, et particulièrement bien sûr aux dirigeants des différentes filiales, des différentes directions, des différents services, d'essayer de concevoir différemment l'exercice de leur métier, quel que soit ce métier, pour avoir l'impact le moins négatif ou le plus positif possible sur l'environnement. Quelques exemples. Une compagnie d'assurance, c'est ce qu'on appelle aussi un gestionnaire d'actifs, parce qu'on collecte l'épargne de nos assurés, et évidemment, on la replace sur les marchés. Et on a quelques dizaines de milliards d'euros à placer sur les marchés. L'impact de ces placements sur la question du réchauffement climatique est gigantesque. Selon les choix que l'on va opérer, selon les entreprises auprès desquelles nous allons placer cet argent, ça va générer un impact très radicalement différent. Évidemment, depuis 15 ans, notre politique d'investissement est totalement orientée vers les choix écologiquement les plus pertinents. Nous organisons des dizaines, des centaines de milliers de réparations, notamment de véhicules, qui ont été accidentés et qui sont assurés chez nous, selon la manière dont on va réparer ces véhicules, avec des pièces recyclées ou avec des pièces neuves, on va avoir un impact écologique très différent. Et puis, on pourrait multiplier les exemples dans chacun des métiers. On a mis en place, Cécile le disait tout à l'heure, un dividende écologique il y a quelques semaines, avec cet engagement annuel de reverser à la planète 10% de nos résultats. Qu'est-ce que ça procure? Ça procure tout simplement, depuis qu'un certain nombre d'annonces ont été un peu fortes, ont été faites, et qu'il y a une conscience que la Maïf est en pointe sur ces sujets-là, un niveau d'attractivité de la marque que nous n'avions jamais connu. En 2021, nous avons battu le record historique, l'entreprise date de 1934, de développement de l'entreprise. En 2022, nous l'avons dépassé de 25%. En 2023, nous avons 15% d'avance par rapport aux 2 premiers mois de l'année 2022. Donc oui, il y a aussi un alignement
de l'impact positif que l'on peut avoir et de l'intérêt et du développement de l'entreprise. Je voulais juste témoigner de cette possibilité de sortir de la contradiction à laquelle nous sommes tous confrontés, de cette tension. Et si vous m'autorisez un dernier mot, je voudrais témoigner du fait que, au-delà de la résolution de ces tensions, au-delà de la possibilité d'aligner les intérêts des uns et des autres, des salariés, des clients, de notre impact et fondamentalement de l'entreprise, au-delà de tout ça, ce dont je voudrais témoigner, c'est que, évidemment, quand on arrive, à titre personnel, dans sa responsabilité de dirigeant, à aligner ses propres convictions, à aligner sa propre envie de transmettre à ses enfants, aux générations futures, un monde qui soit un monde plus vivable, et que tout ça est aligné avec notre responsabilité fondamentale de faire tourner nos boîtes, de faire en sorte qu'elles soient toujours rentables, en croissance et évidemment pérennes, alors je peux vous dire que la vie de dirigeant est infiniment plus douce et agréable. Merci beaucoup.